l'Académie de karting Jim Russell à Mont-Tremblant et Subaru Rive-Nord sont fiers de vous présenter Champ Kart à RDS. Et mesdames et messieurs, bienvenue à Champ Kart pour peut-être l'événement le plus important dans la carrière de ces jeunes pilotes qu'on va voir dans la prochaine demi-heure. On va vous présenter aujourd'hui les championnats canadiens dans la classe des Rotax juniors. Et il y a 3 ou 4 pilotes qui sont vraiment aux avant-plans depuis le début de la fin de semaine. Il s'agit de Devlin DiFrancesco, de Jeffrey Kingsley et de Gianfranco Mazzaferro, pour qui la bagarre en tête est assez importante, des adversaires de longue date qui vont tenter de se qualifier pour les championnats du monde, Rotax, qui auront lieu au mois de novembre à la Nouvelle-Orléans. La bagarre, c'est surtout derrière, où des jeunes Québécois sont en train de remonter tranquillement. On pense à Christophe Paquet, qui a eu une fin de semaine terrible, mais qui est en train de remonter, qui partira autour de la 6e place. Il y a aussi le jeune Cédric Lupien, qui fait excessivement bien. Et Alexandre Lacroix, qui en pré-finale était jusqu'à un moment 5e, s'est fait tasser, maintenant partira 13e. Il sera surveillé. Et on va rejoindre tout de suite Didier Skranen pour la suite de la description de l'événement. Didier, vraiment jusqu'à maintenant, un événement extraordinaire ici à Goodwood Kartways. Philippe, j'en viens pas de la pression qu'on met sur ces jeunes-là. Ceux qui rêvent de faire carrière se doivent de, aujourd'hui, performer afin de passer à une autre étape d'une certaine façon. Écoutez, il y en a qui ont très peu d'expérience, tout dépendant des classes, bien sûr, mais l'enjeu est tellement important. On va voir à quel point ils sont capables mentalement de résister à la pression qu'on leur inflige. Et cette piste de Goodwood Kartways va présenter tout un défi. Une piste magnifique qui a été complètement refaite à neuf à l'automne dernier. C'est d'abord une grande vitesse qu'on atteint dans la première partie de la piste pour se frotter à ce mur après. Oui, c'est un peu une espèce de reval. On a maximisé la superficie de terrain qu'on avait avec une longue ligne droite avec un virage ultra rapide, le virage 1, et ensuite une série d'enchaînements ou d'épingles, si on veut, avec des freinages assez importants et la possibilité de dépasser, mais aussi de commettre des erreurs. Oui, et puis on en a vu dans d'autres classes. Il y a eu des accidents assez graves au bout de cette longue ligne droite alors qu'on était à bord de Zachary Di Mello pour ce tour lancé. Devlin DiFrancesco partira en pôle à ses côtés. Jeffrey Kingsley qui est en lutte avec Mazzaferro pour une lutte à finir dans le cadre du ACKC. Mazzaferro qui partira 3e derrière DiFrancesco. La ligne intérieure sera très importante. En 4e place, on trouve Colton McHawken. Alors que sur la 3e rangée en 5e position, Christophe Paquet, qui lui roule avec un petit budget, mais qui fait des miracles avec Anthony Tolfa, qu'on avait bien vu terminer en 5e position, dis-je bien, au Monaco. Une première fille, en fait la seule fille en junior, Tegan Poles, et à ses côtés, Nathaël Quentin. Un week-end assez difficile pour Nathaël, alors qu'on donne, bien sûr, dans ce championnat, une allure de championnat de Formule 1 avec les mannequins. Alexandre Lacroix, lui, partira 13e. Il a eu des ennuis en pré-finale. Il a été accroché. Regardez le niveau de stress chez tous les jeunes. On regarde à gauche, à droite. Beaucoup moins calme que sur nos événements habituels de la Coupe du Québec. Et là, de justement avoir à maîtriser ou à se contrôler mentalement dans un événement dont l'issue est tellement importante. Écoutez, c'est un billet gratuit pour aller du côté de la Nouvelle-Orléans, mécano et pilote, qu'on gagne si on remporte, bien sûr, la finale aujourd'hui. Je rappelle que tout le monde utilise un moteur Rotax type junior, les mêmes pneus, la même huile. Alors, on voit la grille de départ. DiFrancesco, Kingsley, Mazzaferro, McHawken, Paquet, Tolfa et Poles font le top 7. Nathaël Quentin, Adam Martin, Marco Signoretti, Tyler Rushton, David Quirico, Alexandre Lacroix, Michael Curie vont faire les positions 8 à 14. Il faut mentionner que Cédric Lupien, en pré-finale, s'est fait sortir au premier tour. Il partira loin derrière. Et on remarque qu'Alexandre Couturier partira, lui, 19e. On sait que Charles Régimbal, le 275, partira 21e, alors qu'on voit que Cédric Lupien partira avant-dernier. Il a failli se faire très mal. Il s'en est bien sorti quand même. Il faut se rappeler quand même que ces jeunes ont 13 ou 14 ans. Alors, certains ont quand même 5, 6, voire 7 ans d'expérience en karting. Alors, on va s'approcher tranquillement de la ligne départ-arrivée. On va se présenter la formation à l'officiel de départ qui va accepter ou refuser la formation. Énormément de respect avant. Ils sont vraiment limités. Ils sont fait bien parler sur la fausse grille par l'officiel en chef. C'est DiFrancesco qui reçoit le vert et c'est parti. Didier, attention au premier virage. Déjà, ça attaque très fort et on se bouscule. D'ailleurs, en passant, on a vu
Mazzaferro qui s'est appuyé sur un concurrent. Et là, 2 de large en rentrant. Les vibreurs sont utilisés un peu plus que prévu. Attention, contact! Dylan Brady qui a capoté. Heureusement, il ne semble pas blessé, Philippe. Et derrière, là, tout le monde est en train d'essayer de réparer dans le nuage de sable. C'est reparti. Francesco, Jeffrey Kingsley, Mazzaferro sont 1, 2 et 3. On va être capable de nettoyer la piste. Attention, Kingsley qui vient passer Devlin DiFrancesco au premier tour déjà. Les 2 premiers qui semblent vouloir légèrement se détacher. On voit les pilotes se soulever sur leur siège pour essayer de faire monter en révolution le moteur. Et quel bel échange! Un chassé croisé et un contact finalement. Et DiFrancesco qui va loin dans le gazon, qui va réussir à prendre la piste, dépassé par Tolfa, Paquet et Tegan Poles, alors que Nathaniel Quentin et Adam Martin s'accrochent. Didier, on ne se fait pas de quartier, hein? Il n'y a pas de marge de manœuvre. On voit l'accrochage entre Kingsley et DiFrancesco. Ben ça, c'est un incident de course, mais il y en a qui sont, comme on a pu le constater, un petit peu trop agressifs. Je ne sais pas si les officiels vont sévir, mais chose est certaine, on pense certains qu'on fait du stock car. Non, c'est du karting qu'on fait. On a vu Nathaniel Quentin qui a réussi à reprendre la piste juste devant Alexandre Lacroix et Christophe Paquet maintenant est placé derrière Anthony Tolfa et vient prendre la 3e position. Lui, je le rappelle, était parti 5e et derrière Devlin DiFrancesco est maintenant rendu en 6e place derrière Tegan Poles. On a vu le geste de Paquet avec la main qui fait signe pouce. Ben oui, après qu'on se soit fait dépasser, on n'a pas toujours envie d'aider celui qui vient nous ravir une position. Mais l'important, c'est de rejoindre les 2 à l'avant et ensuite, on réglera ça. Et par contre, en avant, ils sont en train de se pousser les 2, Jeffrey Kingsley et Gianfranco Mazzaferro. Là, est-ce que les 2 en tête vont s'accrocher? On voit que Kingsley a demandé à Mazzaferro, travaillons ensemble pour l'instant pour se détacher du peloton. Mais non, Gianfranco qui vient l'attaquer par l'intérieur sort un peu large et ça va les rendre. Et là, Gianfranco demande à Kingsley de faire la même chose. Un peu futile comme demande, j'ai l'impression, parce que si on n'a pas accepté de travailler ensemble, il faut dire qu'il faut comprendre que s'il y en a un qui a un léger avantage, de toute façon, l'important, c'est lorsque le drapeau à damier va tomber. Il faut être le meneur à ce moment-là. Si on est en mesure de suivre pendant un bon bout de temps, on peut justement attendre en embuscade et faire une attaque au dernier moment qui ne laissera pas de place justement à son partenaire, si on veut, pendant la course. Bon, alors, voyons maintenant au passage de la ligne départ-arrivée. Mazzaferro a l'air de se détacher un petit peu de Jeffrey Kingsley. Ensuite, Paquet, Tolfa, Poles, DiFrancesco qui attaque Poles, mais Poles qui ferme la porte et DiFrancesco qui ne peut pas passer. On est à bord de la machine de Christophe Paquet qui vient rattraper Jeffrey Kingsley qui prend de magnifique façon la 2e place et Anthony Tolfa qui tente d'enfiler l'aiguille. Ça passe pas pour lui. On dirait que Kingsley revient sur Paquet. Paquet revient sur Kingsley et reprend la position. Tolfa se fait tasser et Jeffrey Kingsley maintient sa position. C'est de la superbe course. Tout ça sans se toucher. C'est ça qui est impressionnant de voir. Au début, c'est un peu normal. On tente le plus rapidement possible de gagner des positions. On voit qu'on donne un petit peu d'air au radiateur afin de voir la machine un peu mieux performer. J'attire ton attention, Jeffrey Kingsley qui est attaqué par Tolfa. Je pense que Devlin DiFrancesco et Tegan Poles se sont accrochés parce que DiFrancesco a passé devant. Alors oui, on voit que Tour de contrôle nous annonce que le 217 qu'on voit, qui est Devlin DiFrancesco, est en ce moment sous enquête là, pour sa manœuvre sur Tegan Poles. Il aurait été un peu trop agressif. Alors, une belle course du côté de cette catégorie Rotax Junior, 13-14 ans. Une lutte à finir et un enjeu très important, on le rappelle encore une fois. On est à Goodwood, mais on veut aller du côté de la Nouvelle-Orléans pour le championnat du monde qui sera tenu à l'automne. Et DiFrancesco qui vient de passer Jeffrey Kingsley qui recule, il doit avoir des ennuis avec sa machine. Kingsley qui est rendu en 5e place. Alors Mazzaferro, Paquet et Tolfa. Il faut faire la pause, on revient dans quelques instants avec la suite de la course. C'est Champ Kart, mesdames et messieurs, à RTS, depuis la piste de Goodwood Kartways en Ontario pour les championnats canadiens qui place Gianfranco Mazzaferro, Christophe Paquet et Anthony Tolfa 1, 2 et 3. Mais là, Tolfa, Didier, en a plein les bretelles avec Devlin DiFrancesco, le premier qualifié, et qui va réussir, je crois, derrière, on va le voir, qui a réussi à le dépasser. Oui, DiFrancesco qui confirme sa vitesse en pré-finale et en qualification, qui remonte tranquillement après sa faute au début de course, qui l'a emmené dans le gazon, qui l'a forcé. Et Christophe Paquet qui vient prendre la tête sur Gianfranco Mazzaferro. Ça, c'est, je dirais, David contre Goliath d'une certaine façon, en ce qui a trait, en tout cas, au budget que
dont on dispose. Et par l'intérieur, Mazzaferro qui va reprendre sur Paquet, qui ne semble pas, par contre, paniquer à ce stade-ci de la course. Non, et qui revient sur l'intérieur tout de suite. Reprend le premier rang, Gianfranco Mazzaferro. Mais regardez la conséquence, c'est que Devlin Di Francesco en profite pour se rapprocher. Exactement, quand on se bat à deux, l'autre qui est tout juste derrière, lui n'a pas à justement perdre des petits dixièmes de seconde ici et là et en gagne sur ses adversaires. Ce sera donc une lutte à 3 pour une seule position payante. Un peu comme en NASCAR, je dirais, seul le vainqueur est, comment dirais-je, donc honoré. C'est pour ça qu'on ne parle pas de podium, mais on parle de cercle de vainqueurs. Ça se rattache à la course de karting aujourd'hui dans ce championnat canadien. Mazzaferro qui a essayé par l'intérieur et Christophe qui a fermé la porte au virage 1. On peut dire que Christophe Paquet est un des meilleurs pilotes en ce moment au Canada, sinon dans le monde. Avec le petit budget dont il dispose, il les avait tous tenus en respect sous la pluie lors d'événements à SRA Karting. Et au Monaco, il était parti dernier, hein, Didier. Il a failli monter sur le podium. Donc, Devlin Di Francesco qui vient fermer la porte sur Mazzaferro, lui bloquer le passage et qui vient un peu de casser son rythme pour prendre la deuxième place. Et c'est Paquet qui en profite, bien sûr. Il doit maintenant se concentrer sur ses lignes. On dit beat the track en bon français. Ne pas penser à la compétition, mais à penser à être le plus rapide, et ce, constamment. Il a un avantage qu'il ne peut se permettre de perdre ici. Et quand je parle de perdre, il ne faut pas non plus perdre la concentration. En pré-finale et dans les qualifications, Mazzaferro se creusait la tête. Il concédait à peu près 4 à 5 dixièmes à chaque tour à Devlin Di Francesco. Et là, Gianfranco Mazzaferro, le 214, c'est quelque chose de vraiment bien. Il applique, calque la stratégie, la ligne de Devlin Di Francesco et il est capable de suivre sa cadence. Il va espérer avec lui rattraper Christophe Paquet. Il faut faire la pause avec Paquet qui est peut-être en quête d'un titre national. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour au championnat canadien de karting pour une lutte effrénée. Didier Scrannon et Philippe Junot. Cette lutte chez les juniors avec Christophe Paquet, Devlin Di Francesco et Gianfranco Mazzaferro, 1, 2 et 3 dans une lutte affinée. Oui, on met beaucoup de pression maintenant sur Paquet qui, avant la pause, avait quelques longueurs d'avance, mais n'a pas été en mesure justement de la conserver. Peut-être une petite erreur ou deux ici et là. Et là, maintenant, il sent très bien la présence de ses adversaires, tout juste derrière Di Francesco qui surveille ça en embuscade. Et Di Francesco qui est tellement agressif. Puis vous remarquez que Mazzaferro, lui, ça y est, ça plonge à l'intérieur pour dépasser Paquet. Et j'allais dire, Mazzaferro, lui, était prêt à rentrer dès que la porte allait être ouverte. Christophe Paquet va essayer de s'accrocher derrière les deux et de revenir sur eux de la même façon. Souvent, quand le meneur se ferait prendre pour la deuxième position, le troisième veut profiter et c'est extrêmement coûteux. Mais il peut, encore une fois, lui, en parlant de Paquet, vivre exactement le même scénario. On a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, Mazzaferro qui voit que Paquet est tout juste derrière lui, quoique on met une longueur de carte entre les deux. On semble peut-être que Christophe est allé au bout de son matériel. On verra s'il peut être capable de reprendre le rythme, si ses pneus vont remonter en température d'ici la fin de la course. Je rappelle que Devlin Di Francesco, le 217, est sous la loupe des commissaires en ce moment pour un incident avec Tegan Poles dans les premiers moments de la course. Donc, on ne connaît pas le résultante de cette allégation-là de contact. Ce sont l'équipe de Poles qui sont allés porter protège déjà pendant la course. C'est bien qu'on prenne une décision après et non un drapeau noir qui ruinerait totalement la course. Il faut pouvoir savoir entendre, bien sûr, les deux belligérants et peut-être justement se servir des caméras qu'on a sur les cartes pour déterminer à qui la faute, comme on dit. Alors qu'on est dans le dernier tour, Di Francesco qui lance sa machine à gauche, à droite dans les enchaînements. Il semble vraiment avoir une aptitude à avoir mis au point sa machine et de maîtriser la piste de Goodwood Kartways comme personne, alors que Christophe Paquet, avec seulement une dernière parabole à faire, on va se diriger vers le fil de départ-arrivée. Et il n'y a pas grand-chose maintenant qui peut changer. Devlin Di Francesco qui vient remporter la victoire en junior. Mazzaferro et Christophe Paquet terminent 1, 2 et 3. Et ces trois-là étaient dans un autre code postal. Là. Ils avaient laissé derrière eux tout le reste du peloton. On voit le jeune Di Francesco qui célèbre, bien sûr, une très belle performance. Même chose pour Kingsley. Il ne faut pas, Mazzaferro dit jamais, il ne faut surtout pas rougir dans ce sens-là du côté de Paquet parce qu'il a très bien performé. Alors, Di Francesco, Mazzaferro, Paquet, Tolfa, McCarkin, Ripani, Alexandre Lacroix a remonté jusqu'à la 7e place, lui qui était parti
13e. David Greco, Adam Martin, Marco Signoretti, Alexandre Couturier et Nathaniel Quentin qui termine, lui, 13e. On va s'arrêter, faire une autre pause. On va mettre les compteurs à zéro. On voit Christophe Paquet qui est inconsolable, qui ne veut pas enlever son casque. On retrouvera l'action dans quelques instants. De retour à Champ Cart, eh bien, on a la réponse à la question qu'on se posait. Tolfa est en 3e position, ce qui veut dire qu'on a pénalisé Di Francesco, Philippe. Pour sa manœuvre au niveau de Tegan Pose au début de la course. Ce qui fait que Christophe Paquet, ça ne va pas le consoler d'obtenir le 2e rang parce que la 2e place, dans ce cas-ci, est peut-être la pire des places. Monter sur le podium à une seule position d'un championnat national. Puis on se rappelle que dans la course, quand Di Francesco a dépassé Paquet, Mazzaferro, qui est maintenant champion pour une 2e année de suite, s'est collé derrière Di Francesco pour le dépasser. Oui, alors Di Francesco qui semblerait avoir tassé ou bousculé, en fait, contact évitable. C'est ce qu'on dit du côté des officiels. Eux ont bien vu tout ça, ont revisé la situation promptement et ont pris une décision aux grandes dames, bien sûr, de Di Francesco. Alors, le vainqueur, Mazzaferro, ira défendre les couleurs du Canada en Rotax junior lors des mondiaux en Nouvelle-Orléans. Christophe Paquet termine 2e. Il a encore une chance au ACKC de se classer pour le mondial. On voit Patrick Moreau de Rotax Canada qui donne à Gianfranco Mazzaferro son billet, son ticket pour le mondial. Et bien sûr, Anthony Tolfa, lui, à ses côtés, qui termine 3e sur le podium, sera heureux, quoique c'était un peu... Et on voit le mécano de Gianfranco, Nick Cosco, qui reçoit un trophée. Mais il ne faut surtout pas les oublier, ces mécanos qui font un travail dans l'ombre exceptionnel pour fournir des machines compétitives. On a rencontré, bien sûr, le vainqueur, Gianfranco Mazzaferro. Je suis vraiment fier de tous mes parents et mes mécanos. Alors, c'était bon. Mais on va aller au mondial. Alors, ça va être un bon course avec tout le monde. Mais... Alors, bien sûr, dans le championnat, il y a la sélection pour le mondial en classe DD2. Pierre-Luc Ouellette, Brandon Bain, Marco Di Leo sont classés 1, 2 et 3. On va bien sûr présenter juste un résumé de l'épreuve. L'épreuve reine dans la catégorie de karting des machines, Didier, qui vont plus vite que les anciennes Formules Atlantiques, pratiquement. On a eu une très, très belle bagarre, notamment en arrière, avec Alessandro Bisotto, qui était en 4e position. Ça a vraiment bousculé beaucoup à l'arrière. Comme d'habitude, les officiels en ont eu plein les bras. Et Bisotto en a eu plein les bras avec un ancien champion canadien, Pierce Herder, qui l'a poussé comme ça, laissant pas de place sur la piste. Oui, ce sont des échanges qu'on pourrait qualifier de virils, c'est le moins qu'on puisse dire. Et regardez... comme on peut le constater, là, ça se termine mal encore une fois. C'est Brandon Bain qui a été poussé par Marco Di Leo, qui est sur sa propre piste. Et finalement, Alessandro Bisotto s'est fait rattraper par Fred Woodley, qu'on a vu, Didier, au Monaco à Trois-Rivières, terminer très bien 2e place derrière Ben Cooper, qui a réussi à prendre comme ça la 3e place. Et c'est Pierre-Luc Ouellette qui a remporté le championnat en DD2, qui mérite son billet pour aller essayer de défendre un 3e titre mondial. Et si on vous présente un résumé, c'est justement parce que Ouellette était complètement seul dans cette épreuve. Et Marco Di Leo a terminé 2e, Fred Woodley a terminé 3e, Alessandro Bisotto a terminé, le vainqueur, le meneur de la Coupe du Québec en DD2 a terminé, lui, en 4e position. Donc, pour Pierre-Luc Ouellette, ce sera un podium qui lui permettra de retourner au mondial et d'espérer gagner un 3e titre mondial dans sa carrière de pilote en DD2. Et je crois qu'il sera en bonne position de le faire puisqu'il est supporté par CRG et on roulera sur des châssis CRG. Et Pierre-Luc Ouellette, quel pilote formidable qui aura la chance de monter au niveau de Ben Cooper et lui aussi remporter un 3e titre mondial. C'est quand même assez exceptionnel. Les conditions vont le favoriser. Ça donne un petit peu une facilité d'adaptation rendue sur la piste là-bas, mais vu il y a une course avant, dans le fond, un mois avant le championnat du monde, il y a une course au Pan Am, ça s'appelle. Et puis c'est à la même piste, donc j'imagine que la plupart, le 3/4 du monde qui sont qualifiés vont aller se présenter là pour pratiquer. Puis rendu là, personne n'a aucun avantage là, avec les meilleurs pilotes au monde, mais on regarde quand même peut-être des petits secrets qu'on va pouvoir se garder. Alors, bonne chance à Pierre-Luc. On s'en va du côté des Minimax maintenant.
Alors qu'on voit la grille de départ, c'est Cerevalle, De Angelis, Felipe Di Alba et le reste du peloton chez ces pilotes qui ont 10 et 11 ans. Oui, ça a joué très fort du coude avec deux jeunes Ontariens, De Angelis et tu vois, au départ, Samuel Lupien a failli se faire catapulter. Il y a eu une bagarre terrible derrière les deux Ontariens. Andrés Filipe, notre favori québécois, qui a été tourné à l'envers, qui a été sa course terminée par un contact avec Charles Deschênes. Et puis là, devant, bien, ça s'est bagarré. Samuel Lupien avec Charles Deschênes pour la 4e position. Ça a été un chassé-croisé continuel entre les deux, pendant que Roman De Angelis et Antonio Cerevalle se sont un peu poussés devant. Il y avait cette lutte pour la 4e position. Là, c'est Samuel Lupien qui passe Charles Deschênes, alors que Joe Serrano, lui, était tranquille en 3e place. Thierry Côté a essayé de se mêler à la danse. Sans trop de succès. De Angelis s'est fait attaquer par Cerevalle. Je rappelle qu'en mini, les 3 premiers sont invités au championnat du monde, donc ça bousculait vraiment très, très fort. Oui, ils apprennent très tôt à être très compétitifs, c'est moins qu'on peut le dire, surtout avec cet enjeu. Un peu comme on le fait en Europe, comme on l'a fait en Espagne et au Portugal, on ne fait pas venir les pilotes du reste du monde, mais ce sont ceux du Québec et de l'Ontario et des États-Unis qui vont se battre. C'est pour ça qu'on en prend 3 au lieu d'1 lors des mondiaux à la Nouvelle-Orléans. Toujours cette lutte entre Charles Deschênes et Samuel Lupien. On a vu la foule se lever pour le dépassement de Antonio Cerevalle sur De Angelis pour prendre le premier rang. Et là, Samuel Lupien qui repasse encore devant Charles Deschênes, peut-être pour la 7e fois dans cette course. Charles qui est allé un petit peu plus large dans les morts de la poussière. Donc, il a été dépassé par d'autres. Et plus tard dans la course, Samuel Lupien a réussi à remonter sur Joe Serrano pour s'emparer de la 3e position tellement désirée, ce dernier ticket disponible pour aller aux mondiaux. Et c'est Antonio Cerevalle qui a remporté chez lui le titre de champion canadien devant Roman De Angelis, qui termine 2e, et Samuel Lupien qui réussit tout un exploit de monter sur le podium et ainsi de se classer pour une participation au mondial. On voit ce podium de mini avec un jeune homme très heureux, Samuel Lupien. Dans le pré-finale, j'ai commencé 6e. J'ai réussi à me rendre 4e, puis en finale, je m'ai battu un peu avec Deschênes. Après, j'ai passé, j'ai gapé un peu, j'ai pris Serrano, puis ça a bien été après. Et notre prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, à Champ Kart, la suite de ces championnats canadiens de karting. On présente les finales des Rotax Max et des Micromax. Salut, à la prochaine! Champ Kart à RDS, c'est une présentation de H. Grégoire. On vous en donne toujours plus. De l'Académie de karting Jim Russell à Mont-Tremblant. Et de Subaru Rive-Nord. Concessionnaire Subaru à Boisbriand.